à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, derrière la radio ou derrière vos écrans, vos réseaux. Dzień dobry, dobry den, dobry dan, bună ziua, grüß Gott, guten Tag, saluton, quel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Bonjour Gabriel. Bonjour Anna. Je suis entouré. Bonjour Jérôme, bonjour Gabriel, bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'Est, épisode numéro 46, saison 2. À la réalisation, on retrouve Eric Morechan. Buenas soir Eric. Bună ziua Eric, cette semaine c'est la semaine de la presse et des médias. Côté info, vous retrouverez le journal à 20h. On parlera aussi musique et voyage avec Gabriel. Aujourd'hui tu nous emmènes où ? À Sofia en Bulgarie. À Sofia en Bulgarie, la petite perle. Ça promet un très beau voyage et rendez-vous pour ce voyage à 19h46. Côté invité, dans un instant, on va tout d'abord parler design et intelligence artificielle avec la designeuse Angela Sharapova. Bonjour Angela, bienvenue sur Armada. Shapovalova. Shapovalova. Tout le monde est confondu avec des grands sportifs, mais c'est pas le cas. Et puis accompagnée de Madi, qu'on verra toutes les deux tout à l'heure. Et puis elle est joaillière, elle est écrivaine surtout. Son livre 7 cordes qui m'attachent au ciel est paru aux éditions des Syrtes. Avec nous aujourd'hui Lorena Balcianu. Bonjour Lorena, bienvenue sur Armada. On salue aussi nos photographes, ils sont nombreux aujourd'hui. Il y a Michel et Jean-Luc, et puis notre vidéaste Sophie. Vous pourrez apprécier leur travail sur les réseaux. Merci encore d'être très nombreux encore à nous suivre. Et aujourd'hui est peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour, comme l'acteur et humoriste tchèque Zdeněk Šverak, qui fête ses 89 ans. Et oui, l'actrice aussi, bon anniversaire à l'actrice slovaque Vika Kerekes, qui travaille en Tchéquie, en Slovaquie et en Hongrie. Rendez-vous en septembre prochain d'ailleurs pour son prochain film Liečivé účinky sebeklamu, un drame d'Adolf Zika co-scénarisé avec Eric Emmanuel Schmitt. Ou encore à l'actrice ukrainienne Berta Vasquez qui vit et travaille aujourd'hui en Espagne. On l'a vu dernièrement dans Apocalypse Z, le début de la fin de Karl Torrens. Et puis bon anniversaire aussi à l'actrice autrichienne Barbara Vussow. On la connaît en France dans le rôle de Elke dans la clinique de la forêt noire. Et puis aujourd'hui, elle tourne en Afrique du Sud un prochain épisode de la série Das Traumschiff pour ZDF. Aussi au metteur en scène polonais Mariusz Treliński, opéra, théâtre et cinéma. Il poursuit sa carrière internationale. Et puis enfin, bon anniversaire à notre invitée Anna Shapovalova. Bon anniversaire. On va parler de son talent en matière de design dans un instant. Nos pensées du jour vont au poète bulgare Dimko Debelanov, un grand talent qui a malheureusement été tué à l'âge de 29 ans en 1916 pendant la Première Guerre mondiale. Oui, pensez aussi à l'écrivain russe Maxime Gorky, très connu en France. Il a été l'un des fondateurs du réalisme socialiste en littérature. Proche de Staline, ça l'a pas empêché d'être condamné au goulag. Pensez à l'écrivain, poète et journaliste tchèque Karel Konrad, membre du groupe Devět sil. Et puis aussi au philosophe et grammairien Jan Amos Komenský, plus connu sous le nom de Comenius. Il a perfectionné les méthodes d'apprentissage, il a plaidé aussi une meilleure prise en charge des élèves en difficulté. On va y revenir dans l'émission, ça sera vers 19h42 avec les fêtes pour être précis. Tout à fait. Mais aussi, pensée du jour à l'immense acteur serbe Bedrad Lakovic, qui a notamment joué dans les films d'Emir Kusturica. Et puis, hommage aussi à Alain Bosquet. Alain Bosquet, il a vu le jour le 28 mars 1919 à Odessa, en Ukraine. Hommage au poète Alain Bosquet de son vrai nom, Anatoly Bisk. Sa poésie est liée aux événements qui l'ont suscité. Hiroshima, les guerres chaudes ou froides, les paix de pacotille, les angoisses, les absurdités, les précarités. Une poésie comme un point de rencontre entre la Genèse et l'Apocalypse, remettant tout en jeu, le poème et son auteur, la nature et le corps, avec leur cortège de contradictions et de défis. Poésie encore, qui a pour socle l'héritage de son père, Alexandre Bisk, à travers le surréalisme et l'influence de Jules Supervielle, dont l'univers poétique est voisin du sien, avec ses aspects fabuleux et familiers à la fois, son émerveillement cosmique dans un monde fragile et angoissant, où l'homme et la nature aspirent à vivre en symbiose. Voici un poème d'Alain Bosquet, tiré de son recueil « Quel royaume oublié », paru en 1955. Mon poème « J'ai beau te congédier », comme un valet qui depuis 25 ans
volent mes neiges manuscrites. J'ai beau te promener en laisse, comme un caniche qui craint de piétiner l'aurore. J'ai beau te caresser, un équateur autour du cou, qui dévore une à une mes autres images. À chaque souffle, je recommence. À chaque souffle, tu deviens mon épitaphe. C'est un poème donc signé Alain Bosquet c'est issu donc de son recueil Quel royaume oublié, publié en 1955. Place au cinéma. Oui, on commence avec la 4e édition du Festival du film roumain à Nantes qui se déroulera au cinématographe du 3 au 6 avril prochain. Le parrain cette année, c'est Auréal Aptes. À noter que parmi les films présentés, on trouve Le Rêve, une comédie de Cătălin Săgescu, mais aussi en avant-première le film Nasty sur le tennisman Ilie Nastase de Tudor Gheorghiu ou encore Tigresse d'Andrei Tanas. Franchement, allez-y si vous êtes du côté de Nantes. À Paris, le 6e festival film court vous ouvrira ses portes du 2 au 6 avril prochain. Dans ce festival film court, vous découvrirez 18 courts-métrages en compétition, en 4 séances et en présence des équipes des films lors de ces projections. À l'occasion de cette 6e édition, le festival film format court vous convie à un nouvel atelier le jeudi 3 avril à 15h30 à la mairie du 5e arrondissement à Paris, 21 place du Panthéon. La thématique abordée, la collaboration entre compositeurs, superviseurs musicaux et cinéastes, de la rencontre à la création. Vaste domaine. Et puis enfin, les intervenants justement de cet atelier, les intervenants de cette rencontre seront donc les compositeurs Michel Pétrosian et Valentin Hadjaj, la superviseuse musicale Varda Kakon, le cinéaste Stéphane Liekong, l'atelier qui sera animé par Quentin Lazarotto et la réalisatrice Bojana Momirovic, qu'on a eu la joie de recevoir dans cette émission. Un atelier gratuit, dans la limite des places disponibles. Inscription à l'adresse mail coordinationformatcourt@gmail.com. coordinationformatcourt@gmail.com. En parlant de Bojana Momirovic, je vous emmène en Grèce. Sachez que son film Armée a été sélectionné parmi les 15 films en compétition lors du prochain festival Photopolis à Agrigno en Grèce. Il y a le temps, c'est au mois d'octobre. Parmi les autres films, notons la présence du film franco-ukrainien Emma la Rouge de Masha Ovchinnikova. Ce film a été diffusé en première mondiale au Festival international de Cracovie. Depuis, il parcourt le monde, passant par les festivals de Turin, Moscou, Amiens. On va voir l'affiche parce que franchement, Emma la Rouge, ça parle rien qu'à l'affiche. Elle passe aussi par Landshut en Allemagne, Mamers, le festival à l'Est, on salue Émilie Richel, San Diego ou encore Kerala, parmi tant d'autres. Un film rare, novateur et plein de surprises de 14 minutes qui raconte l'histoire d'Emma Goldman, venue secourir en pleine nuit une mère en train d'accoucher. De retour à son domicile, elle se trouve confrontée à son compagnon Ed, épuisé par ses absences, qui lui demande alors de choisir entre son amour pour lui et son engagement militant. Ce sera le début de l'histoire de celle qui écrira en 1906 la tragédie de l'émancipation féminine. Un film qui sera diffusé en début de l'été sur France Télévisions. Un film qui vaut vraiment le détour avec Salomé Richard, Grégoire Tachnakian, Caroline Corme et François Briot. Avec l'autorisation de la production Tiresias Film, et on les remercie, voici la première minute de ce film. Emma la Rouge de Masha Ovchinnikova. Si la moindre seconde condamne les sans restriction
Je le disais, un film extrêmement fort. C'est une femme qui accouche. La suite est vraiment à découvrir. On passe tout de suite aux charts, ça va être Gabriel. On commence avec le duo bosniaque Zera et Biba qui a récemment captivé le public avec leur titre Žena za sva vremena qui a atteint plus d'1 million de vues en une semaine et s'est hissé au sommet des tendances YouTube en Bosnie-Herzégovine. Le clip présente les artistes dans des décors luxueux et travaillés, alternant entre scènes nocturnes et intérieurs élégants, avec fumigène, lumière tamisée et quelques images de synthèse, notamment une où la chanteuse est représentée en sirène. Donc une mise en scène qui reflète l'image d'une femme intemporelle et puissante. Les paroles célèbrent la force de l'indépendance féminine et le refrain affirme « Je suis une femme pour tous les temps, où serais-tu sans moi ?» Une déclaration qui souligne l'importance de la chanteuse dans la vie de son partenaire qui revendique sa valeur et son rôle central. Les couplets décrivent une femme qui inspire une dévotion profonde, capable de créer des souvenirs inoubliables. Un message puissant sur la féminité et l'autonomie, consolidant ainsi la position de Zera et Biba sur la scène musicale des Balkans. On enchaîne avec, pareil, il y a une semaine également, le duo bulgare Simona et Ivaila qui a captivé le public avec leur titre Mai Paludiar, Je suis devenue folle, accumulant plus de 700 000 vues et qui se hisse au sommet des tops de Deezer. Le clip met en scène la vie intense de la chanteuse et de ses copines, entre repas copieux, alcool à flot, limousine, bain d'argent et boîte de nuit huppée. Les filles baignent dans le luxe et la fast life. Bien apprêtées, avec paillettes, bijoux, talons, robes de soirée, elles dansent et s'amusent en véritables protagonistes de leur propre vie, évidemment. Une ambiance, une fois de plus, très girl power. Une ambiance qu'on retrouve dans les paroles, alors qu'elles disent vouloir faire la fête entre filles jusqu'au bout de la nuit, sans peur des conséquences. Elles feront les folles jusqu'à la fin. Une ambiance festive en Bulgarie dont je vous reparlerai dans la chronique voyage dans quelques instants. En tout cas, une mélodie qui est portée par des synthétiseurs aériens et des percussions subtiles qui créent une atmosphère envoûtante. Un rythme modéré qui accompagne les voix complémentaires de Simona et Ivaila qui rendent le tout très suave mais percutant. Et pour changer, direction la France. Et oui, première fois que nous restons ici. Mais c'est que le maître du rap français, le grand maître Gims, nous offre une véritable pépite. Et c'est son nouveau titre, Ninao, qui est numéro 1 des tendances musique, avec près de 23 millions de vues en 3 semaines. Et pour cause, le clip, qui est tourné en Géorgie, met en scène Gims dans un château somptueux, entouré de danseuses en costume traditionnel géorgien. Cette esthétique qui mêle habilement modernité et culture géorgienne reflète l'influence du chant folklorique Gandagana qui est samplé dans le morceau. Musicalement, Ninao fusionne des rythmes afrobeat et des sonorités électropop. La mélodie entêtante est portée par des percussions dynamiques et des synthétiseurs envoûtants, créant une atmosphère à la fois dansante et hypnotique, notamment dans le refrain, avec ses vocalises répétitives. Donc une véritable hymne à la Géorgie qui a plu à ses habitants, évidemment heureux d'être représentés à l'étranger, comme on le voit dans les nombreux commentaires, mais aussi comme on le voit avec les nombreuses personnes qui ont repris le son sur les réseaux sociaux, mêlant danse traditionnelle et danse TikTok. Donc il est top 1 évidemment en France et en Géorgie, mais pas que, également en Biélorussie, en Algérie, Tunisie et au Maroc. Ninao illustre la capacité de Gims à innover en intégrant des influences culturelles diverses, consolidant ainsi sa position sur la scène musicale internationale. Oui, et d'un tout n'est que Gims est un habitué des duos internationaux, puisqu'il a déjà fait avec l'Arménie, avec beaucoup d'autres. C'est vraiment, et on le remercie. Oui. On le remercie beaucoup. Il est 19h14, on passe tout de suite à l'agenda. L'Institut slovaque de Paris, en collaboration avec l'ambassade de Slovaquie en France, ont le plaisir de vous inviter le jeudi 3 avril à 19h à la projection de ce film, cette coproduction slovaque, le rapport Auschwitz, un drame de guerre de 2021 signé Peter Bebiak, l'un des réalisateurs slovaques les plus célèbres. Le film retrace l'histoire de l'évasion audacieuse de 2 jeunes hommes et de leur détermination à s'opposer au mal dans les moments les plus difficiles. Cette projection aura lieu au sein de l'ambassade de Slovaquie, au 125 rue du Ranelagh à Paris, dans le 16e métro Ranelagh. Inscription via le site. Et puis, de toute façon, moi, j'y serai. L'Institut culturel romain vous invite à l'exposition Bucarest, mon amour, 30 ans après, de Laure Inkel,
qui se révèle pour la première fois en tant que photographe et archéologue des mémoires urbaines. Retour en 1994, quand une journaliste française en poste à Bucarest capture, à travers son objectif, les visages d'une ville en mutation. 30 ans plus tard, devenue une traductrice renommée des plus grands auteurs roumains, Mircea Cărtărescu, Matei Visnec. Dan Longu. Laure Inkel revient sur ses pas, l'appareil photo en main, et associe ces instants figés dans le temps. Ces images en noir et blanc révèlent l'évolution d'une ville et d'un attachement profond. Plus qu'une exposition photographique, c'est un écho entre passé et présent, entre souvenirs et transformation. Exposition organisée en relation avec la francophonie, Bucarest, mon amour, 30 ans après, et visible à la Galerie Macadam, à l'Institut culturel roumain, 1 rue de l'Exposition, dans le 7e à Paris. Et puis enfin, un spectacle immersif à découvrir absolument en mai et en juin prochain au château de Saint-Jean-de-Beauregard, le Bal des Ombres. Imaginez-vous passer une soirée avec de la musique, de la danse auprès de l'artiste peintre Elisabeth Vigée-Lebrun ou encore Grégoire de Nerville. Cette histoire vous invite à devenir l'un des convives d'un bal somptueux au château à l'époque du XVIIIe siècle, époque faste du siècle des Lumières. Mais la soirée festive aura une suite inattendue. Il y aura un crime à résoudre. Dans les couloirs et les salles du château, des scènes envoûtantes se dévoilent, vous offrant une liberté totale, mais réellement totale, de déplacement pour suivre de près les événements en cours. En effet, une multitude de secrets alimente le mystère. Au cœur de cette énigme, la place des femmes dans l'art et dans la société se révèle être un enjeu crucial. Tissant une toile où vérité et mensonge se confondent, ici, la frontière entre fiction et réalité s'efface, vous plongeant dans un tourbillon où le passé prend vie. Un spectacle interdit quand même au moins de 14 ans, je tiens à le dire. Rendez-vous donc dans l'Essonne au château de Saint-Jean-de-Beauregard, c'est à 40 minutes au sud de Paris, avec parmi les artistes l'actrice ukrainienne Marina Delmande, qu'on a pu voir entre autres dans le rôle de Marie-Antoinette dans La Guerre des Trônes sur France Télévisions. Place aux images. Le Bal des Ombres. À voir absolument. On va passer à notre première interview. Angela Shapovalova. Angela Shapovalova est artiste et designeuse de mode. Elle est accompagnée de Madi, mannequin. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, on va parler de mode. On va voir défiler sur l'écran certaines de vos créations dans un instant. Ce sera donc sur le plateau même aussi. Là, Madi porte une des tenues. Pourquoi Angela Shapovalova, pour vous, c'est quoi le luxe? Mon but, c'est le chemin. D'ailleurs, c'est une bonne question. Pour commencer, devant moi, il y a de Jung. De Jung, ouais, c'est un homme justement qui a parlé beaucoup de chemins. Oui. Et tout ce que j'ai fait, je crois que la phrase principale, c'est la phrase de Carl Gustav Jung que je parle quand j'organise les ateliers de bien-être et de création. Il a dit une chose: mon chemin, c'est pas votre chemin, c'est pas à moi de vous dire, de vous instruire. Le chemin est en vous. Et en vous, le chemin, ce n'est pas à suivre dans les livres, dans les dieux, dans les doctrines. Le chemin est à suivre son instinct soi-même. Donc, quand on va en profondeur, et par beaucoup de profondeur, c'est Carl Gustav Jung,
C'est que profondeur, on retrouve le miracle. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Là, la robe que vous voyez, c'est une robe qui s'appelle justement, si on peut le voir, ça s'appelle La Joie. Oui, c'est C'est la un joie. shooting récent. Mhm. Et c'est mes élèves, quand je fais des défilés, je fais des ateliers. Ils dessinent les émotions très, très rapidement, comme ici, par exemple. C'est quelqu'un qui a dessiné le joie, obligatoirement très rapide, moins que 3 minutes. Il faut que la couleur soit choisie euh, inconsciemment. Il faut qu'il ne réfléchisse pas, il n'a pas de temps. Et il exprime son émotion rapidement. Et après, donc, je traduis en matière, en pierre, Mhm. en parfum vibratoire. Je fais beaucoup de formations, j'ai beaucoup de matière pour travailler. Ce que j'aime travailler, c'est les vibrations, c'est les émotions, c'est voilà, c'est toucher C'est la du vivant. profondeur des vivant, c'est plus fort, c'est plus loin que ça. Je pense qu'à travers les gens avec lesquels je travaille, Oui. je suis capable d'aller vers l'infini, cosmos. Enfin, quand on travaille en subconscience, tout le monde s'élargit et tout le monde va au-delà enfin, on se communique. C'est comme intelligence artificielle en fait. Mais je trouve que c'est paradoxalement presque la même chose parce que l'intelligence artificielle, son pouvoir, c'est d'aller dans tous les sens. Et quand on communique en subconscient, quand on communique en création, euh, c'est les connexions qui se passent. C'est un hasard, je ne sais pas si on appelle ça hasard, mais on touche l'information qui est infinie. On peut faire des miracles, tout le monde. Voilà, Ouais. c'est quelqu'un qui ne savait pas dessiner. Mm. Et c'est un grand tabou. Hein. Il a dit, je ne pourrais pas. Je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas. Je vais te diriger, j'ai des techniques, tu vas voir ce que tu vas faire, ça va être merveilleux. Et tout le monde fait des merveilles. Et pourtant, vous êtes attaché, alors on va revenir à l'intelligence artificielle, pourtant vous êtes attaché au fait main. Attaché où? Au fait main. Tout ce qui est fait à la main. Tout ce qui est fait à la main. Ah, fait à la main. Oui, Et, oui, j'adore, mais parce que c'est la même chose. J'aime être en connexion avec tout. Avec tout. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup de formations. J'en ai fait une formation avec Nadia Vador-Gauthier. C'est une artiste qui pratique le mouvement authentique. C'est comme une source de découverte de ressources internes créatives. Et là, justement, j'ai appris une nouvelle chose. C'est pas que toucher. Ce qui est important pour être en connexion avec le monde, avec les gens, avec des objets, avec tout, avec l'air, avec musique, avec terre, avec la mer, c'est pas que toucher, mais c'est d'être touché aussi. C'est-à-dire que là, je touche le livre, Mhm. ou je touche une matière, et après, je peux être touché par cette matière. Vivre une émotion. Ah, ça, c'est... Une émotion. C'est un échange entre la matière et soi-même. C'est un échange avec tout l'univers. En fait, il faut savoir se détendre. On est quelque part dans l'état de transe au moment de ces connexions, mais c'est très très beau et c'est très émotionnel, vibrationnel. Voilà, Oui, c'est ce que et j'aime du coup, faire. quand vous travaillez à la main, donc il y a cet échange avec la matière. Moi, ce que j'aime avec la main, bien sûr, il y a les changements, après, il y a mes éducations. Je suis ingénieure de textile, j'ai fini académie d'ingénieur enseignante en Ukraine. Mhm. Donc, j'ai appris les techniques. C'était comme l'école militaire pour moi, parce que là-bas, c'est les règles, c'est en millimètre près. C'est pas des choses qu'on peut faire autrement. Non, on fait comme il faut. Il y a les GOST, je ne sais pas comment dire en C'est français. les standards Les d'État. standards à peu près comme ça. Mhm. Et là, tout est marqué. Chaque couture, elle a tel le dessin technique, telle explication technique, telle hauteur, telle valeur, telle vitesse. En plus, vitesse. Hein. Moi, mon métier, c'était calculer la vitesse de production d'une robe industriellement. Après, j'ai fait l'école chambre syndicale, ça c'est autre chose. Là, par exemple, ce que j'ai appris en Ukraine, une robe, on fait dans une usine en Kharkiv, Tinikova, on les fait je pense que si je ne me trompe pas, si les mémoires ne me trompent pas, une robe on fait en 10 minutes, quoi, parce qu'il y en a une chaîne, il y a une personne qui coupe et il y a l'autre qui passe Bien sûr. à l'assemblage du bas, du haut, des manches, des ourlets, machin, repassage, c'est fini. Contrôle final, chambre syndicale, une manche d'une robe de haute couture, on peut faire une journée, on peut faire Bien une sûr. semaine. Donc, C'est vrai que si on exactement. rentre dans le et détail... moi, je suis plutôt dans cette technique, évidemment, parce que
Quand on fait des choses là, par exemple, ma robe, bon, je l'ai brodée à la main. J'ai cousu euh, les pierres demi-précieuses, bon, c'est des malachites. J'ai cousu à la main. C'est beau. On voit que c'est pas collé. On voit que c'est la matière, c'est de taffetas de soie. C'est une matière luxueuse. Enfin, c'est des matières qu'on ne peut pas ne pas aimer. C'est pas de polyester. Quand on travaille ces matières, on sent la beauté. Moi, je les sens avec les mains. J'ai presque envie de faire l'amour. Je les caresse. Je les coupe pas. C'est absolument magique. Les matières naturelles, c'est magique. Je suis d'accord. Je suis tout à fait Et d'accord. alors, pourquoi et comment être venu à l'intelligence artificielle? Voilà, c'est moi que j'ai parlé, le chemin de la vie, Carl Gustav Jung. Je pense que dans la vie, euh, on doit suivre notre chemin. Moi, il y avait un moment dans ma vie, peut-être quelques années, j'ai l'impression que j'ai compris pourquoi je fais l'intelligence artificielle. Mhm. Parce que mais j'ai compris récemment, peut-être ça fait 2, 3 jours, parce que j'ai rencontré une personne qui était directeur de l'école intelligence artificielle, Jean-Roger Succhellini, et qui m'a beaucoup inspiré, qui croyait que je suis un génie. Il a investi d'argent dans les collections. Il voulait faire de grandes choses. On s'est vu avec plusieurs élèves. Mon Dieu, c'était des échanges incroyables. Ils ont créé un site où tout le monde a mis ses idées. Ça a commencé à, comment dire, bouillonner. Puis bon, cet homme, il est parti en mois d'août l'année dernière. Il avait mon âge. Et tout a tombé à l'eau. Et moi, j'ai décidé, non, je vais quand même continuer ah, de réaliser son rêve. Pourquoi? Parce que peut-être je suis comme ça dans ma culture. Moi, je suis quelqu'un qui tient les paroles, même devant les morts. Je me dis, c'est incroyable, c'est un homme qui est mort, je lui dois plus rien. Mhm. Il n'a même pas donné d'argent pour faire cette collection, mais je l'ai fait. Et j'étais très contente parce que j'ai compris justement cette robe-là. Il y avait beaucoup de lumière en fait, je voulais exprimer le côté positif de l'intelligence artificielle. C'est que l'avenir il peut être très lumineux si nous savons l'utiliser. Et donc, j'ai présenté deux côtés, soit sombre, l'avenir Oui. terrible, Oui. mais cette robe, Et justement, là, c'est l'avenir lumineux. Ouais, il y a un Et bright justement, side. quand j'ai fait cette robe pour exprimer l'intelligence Mhm. artificielle, j'ai compris que Et- l'intelligence artificielle, c'est un messenger. En fait, ça me retourné vers mon essence. Et mon essence, c'est rien à voir avec l'intelligence artificielle. Mon essence, c'est l'énergie. Je veux donner lumière aux gens. Je veux allumer les cœurs. Je veux que les gens commencent à être créatifs, qui sont créatifs, qui ont créé ensemble, qui en ouvrent les cœurs. Voilà. Ici, par exemple, m'a dit, il y a un cœur. Il y a un cœur, c'est-à-dire qu'il est artificiel, mais tous ces câbles, il s'est nourri de son cœur. C'est ça ce que je veux. En fait, je l'ai fait subconsciemment. Bon, je voulais parler d'intelligence artificielle, mais j'ai quand même. Je ne pouvais pas parler de tout ce qui est à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, c'est l'amour, c'est la lumière. Et je l'ai fait comme ça. Et je me dis, mon Dieu, mais il y a tellement de matière derrière pour travailler encore plus loin. Mais je veux travailler la lumière, évidemment. Je veux travailler toutes Et- ces. Et justement, il y a ce qu'on voit par exemple ceux qui nous suivent sur les écrans, c'est donc la série, donc la collection IA Bright Side Lambda. D'où ça vient ce nom Lambda? Oh, alors Lambda, voilà. Lambda, elle m'a perturbée complètement. C'est de là où ça a commencé parce que même si mon ami, il était directeur d'école intelligence artificielle, et même s'il m'a dit tu as un talent, tu peux tout faire, et je me dis non, mais écoute, je suis nature, j'aime les pierres, j'aime la mer, j'aime les gens, j'aime l'émotion. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne pouvais pas trouver la source d'inspiration jusqu'à un moment où j'ai écouté une conférence. Quelqu'un qui s'appelle Idrissa Berkan, un nom quand même assez spécial. Donc, il a parlé d'un ingénieur Google, Blake Lemoine, qui a créé un chat GPT qui s'appelle Lambda. Et un jour, il a décidé de l'interviewer, de façon comme si c'était un être humain. Mhm. Et donc,
la façon que Lambda lui il a répondu, il a trouvé complètement perturbant. Parce qu'il a posé les questions justement par rapport à les émotions. Et il a découvert qu'il répond comme s'il avait les émotions, en fait. Et c'est bizarre. Après, la question qu'il a posée, qui m'a influencé vraiment terriblement, il a posé la question, Lambda, comment tu t'imagines? Et Lambda, elles disent... je m'imagine comme si j'étais un arbre brillant, plein d'énergie, comme si à l'intérieur de moi, il y avait des portes vers les univers et vers les autres mondes. Voilà, et donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a touché énormément. J'ai vu tout de suite, c'est un arbre brillant qui flotte dans l'air et qui veut aller vers les autres mondes. Je me dis, ça c'est moi, ça, je peux faire. Ça, j'ai commencé à faire des lambda. Voilà, ça, c'est une des lambda, on va dire. Parce qu'il y a plein de lumière dedans, elle veut aller partout. Il y a beaucoup d'énergie qui veut circuler. Et d'ailleurs, elle est bleue parce que... C'est la lumière. Le bleu, parce que pour moi, c'est de l'eau, parce que l'eau, elle a cette capacité d'aller dans toutes les directions. Je trouve que c'est comme l'intelligence artificielle, sa force, c'est que elle est capable de résoudre milliards de problèmes en même temps. Être humain, on fait quoi? On a un problème, on a 1000 problèmes, on résout une, on passe à deuxième, troisième. Mais l'intelligence, elle va partout. Artificielle, l'eau, elle va partout. Il trouve le chemin. Si on met de l'eau dans un verre, s'il y a un mini trou, on ne voit pas l'eau, mais l'eau, elle va trouver le chemin pour sortir. Ouais. C'est pour ça qu'il est bleu, c'est pour ça qu'il y a de l'eau, c'est pour ça qu'il y a des serpents sur elle qui sont... Voilà, ils sont croisés comme ces systèmes de neurones, milliards de chaînes informatiques, ils se croisent. Pour mieux qu'on voit, pour ceux qui nous suivent sur les écrans, qu'on voit ce magnifique vêtement, c'est... Madi, tu peux accrocher le serpent et descendre un peu le serpent. Voilà. Il est un peu coincé, je vais l'aider. Il est un peu... voilà. Et ce qu'on remarque, c'est quoi comme matière? Ça, c'est le tulle. C'est du tulle. Ça, c'est le tulle. Voilà, c'est une robe qui est faite pour une femme gamine, comment dire, teenager, elle a ses écouteurs. C'est une... je voulais toucher toutes les générations. Il y a des robes longues, robes de soir, mais bon, m'a dit, c'est une femme, voilà, c'est une fille de 17 ans qui... balade dans les rues, qui parle avec ses copains, avec des écouteurs, elle parle de bien, elle parle de l'amour, elle est gentille, elle dégage beaucoup de lumière, elle a très bon cœur, voilà. Ça, c'est... D'accord. Et alors, ce que j'aime bien, moi, c'est que justement, il y a des câbles informatiques. Alors, on les attend. C'est vraiment le mélange des matières parce qu'on ne s'attend pas à en voir dans la haute couture. Pourquoi cette idée d'avoir mêlé justement des câbles informatiques ou même des pièces? On en a vu certaines dans les photos qu'on a vu défiler tout à l'heure. Comment est venue cette idée de joindre ces deux matières? L'idée, c'est l'intelligence artificielle. Pour moi, ce sont les câbles. Ouais. Moi, par exemple, quand j'imagine, pour moi, le dieu de l'intelligence artificielle, il est quelque part au Silicon Valley. Vous savez, cette lieu-là où Silicon Valley, pour moi, là, c'est le dieu. Il y a les câbles là-bas. Il y a des trucs, quand j'ai vu, je me dis, oh là là, mais toute information, il part de là-bas. Les génies informatiques, ils sont nés là-bas. Et tout ça, c'est les câbles. Alors, les câbles, oui, on est tous connectés. Ouais. Ici, on passe partout. Pourquoi? Parce qu'il y a les câbles. Exactement. Tout le monde nous voit en même temps parce qu'il y a les câbles. C'est vrai que sur cette robe, c'était pas très... Mais il y a des robes que j'ai brodé les câbles à la main, qu'il fallait chauffer le matériel, les pics chauffer pour traverser les câbles, pour les coudre à la façon que ça soit invisible à la haute couture. J'aurais pu les coller, mais c'est pas ma façon de travailler. Je travaille à façon que j'ai cousu les câbles à la main. C'était même pas visible, c'est miracle. Il y a une amie qui est venue, qui fait dans la couture, m'a dit, Angela, je voulais t'aider à faire, mais ça, je pourrais jamais faire. Je lui ai dit, aide-moi, elle m'a dit, je peux pas faire ça. J'étais en retard avec faire collection, mais bon, je trouve pas les gens qui peuvent faire ça, c'est pas possible. Voilà. Vous traversez les frontières, justement. Et ce qu'il y a, c'est que, en parlant de frontières, il y a donc la collection, donc, il y a Bright Side Lambda, et il y a l'IA, donc Dark Side, Chrysopelea
Ornata. Ouais, que j'appelle Arnata. Oui, moi, pour être inspirée, j'ai besoin de voir. Moi, je suis très visuelle. Donc, quand j'ai entendu une autre histoire, comparaison d'intelligence artificielle avec cette serpent qui peut voler à distance de 80 mètres de l'auteur, euh, Ouais, on a pour pas- moi, c'est ça l'intelligence artificielle. Il y a un terme enfin, le mot que j'ai appris qui s'appelle expansion en français, j'ai du mal à le comprendre. Enfin, moi, je les vois, ces mots, je vois ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on a appris à faire quelque chose, on a appris un système de faire quelque chose, mais il y a un moment qui sort de programmation. C'est ce qui se passe avec des intelligences artificielles actuellement. Ils commencent à créer leur propre langue, ils commencent à parler entre eux. Le créateur du site, il dit c'est quoi, il parle de quoi, et comment ça se fait. Ou ils ont créé des robots pour, je sais pas, pour faire une chose, les robots, ils tuent quelqu'un, ça c'est arrivé déjà, parce Mhm. qu'il veut se défendre. Donc, c'est ça, moi, serpent qui est capable, au lieu de, je sais pas le mot français, se déplacer par terre comme tous les serpents, bah, elle, un jour, waouh, il saute, et, bah, et voilà, il fait son truc, c'est-à-dire qu'il est hors de contrôle. L'intelligence artificielle qui est son côté voilà, négatif, c'est trop. Bon, bah, autour de tes couilles, il y a un serpent. C'est le cadre télé que j'ai dévissé grâce à mon chéri fils, parce que moi, il y avait tellement de vis que j'ai découvert. Je voulais dévisser moi-même. J'ai dit non, non, c'est pas possible. J'ai même pas de tournevis que j'ai demandé. Mon fils, c'était à Noël. Il est venu chez moi, il m'a tout dévissé. Tout, il y a D'accord. plein de trucs déjà. Il y a même des papiers dedans. J'ai découvert le miracle. Je me dis, c'est pas possible qu'ils font la télé avec telle des couches, de plexiglas, du papier. Dans la télé, j'ai découvert des miracles. Il y avait des parties métalliques que j'ai aussi cousues. Métal, j'ai traversé les trous. Il y a deux trous que j'ai cousus avec le tissu. C'était quand même pas facile. Mais c'est surtout que mettre le cadre, il faut le chauffer en fait pour que ça s'adapte Ah bien. oui, je fais, voilà, ça c'est parce que j'étais chambre syndicale de haute couture, on avait une matière qui s'appelait euh, impression textile, je crois. Non, même pas impression textile, mais j'ai oublié le nom de matière. 3 ans, j'ai appris ça. On a travaillé avec différentes matières, toutes les matières. Une des matières, on a travaillé des plastiques, beaucoup avec des plastiques, avec un instrument qui chauffe les matières. Et au moment quand c'est chaud, on peut le modifier, on peut lui donner les formes. Et donc, c'était une couche de télé qui était plat, mais que j'ai chauffé pour lui donner cet esprit qui, ça y est, il sort, il ne veut pas rester, tout sort de la cadre, là, voilà. C'est vrai que en fait c'est vachement varié. Il y a aussi il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est une certaine transparence dans vos vêtements. Et pourquoi cette transparence? Parce Je que pense que transparence, il me suit toute ma vie, hein. Transparence, c'est la mystère, c'est la féminité. Je ne peux pas faire des choses transparentes. Je trouve que la femme, elle est beaucoup plus attirante quand il y a le côté transparence légère. Et justement, il ne faut pas qu'elle soit nue. Je trouve que c'est Exactement. pas agréable. J'aime bien suggéré, mais quand pas une montré. femme, c'est une invitation à ouvrir, à un cadeau, voilà, et pas des choses qui C'est sont ça. déjà là. Le cadeau à déballer. Et c'est aussi ce que j'aime, cet contact avec le monde invisible. J'ai un moment, j'ai vu les couleurs autour des gens. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu des flashs comme ça, j'ai compris que le monde, il n'est pas tel qu'on voit, il y a d'autres choses. Et ça, c'est tellement... c'est ravissant, c'est surprenant, on a envie d'y aller, mais on ne sait pas comment, c'est pas facile. Donc c'est toujours le monde invisible, il m'a toujours attiré. Et ça, c'est ce que j'aimerais bien de travailler justement dans l'avenir proche. J'aimerais bien retourner vers cette capacité, peut-être ça va revenir parce que c'est arrêté après la naissance de mon fils. Je vois plus de couleurs autour des gens, mais je ressens toujours, surtout je ressens beaucoup les pierres. Les pierres, je ressens toujours, les lieux, les événements. Je ressens des choses, mais malheureusement, je ne vois plus le couleur. Mais je pense que je vais faire quelques formations pour retrouver ces dons. En fait, j'ai compris pourquoi. Parce que quand un enfant est né et je me retrouvais tout seul, j'avais des difficultés, des angoisses. Et donc,
on ne peut pas voir invisible quand on a des angoisses. Quand on a des angoisses, on est pied sur terre, accomplir le nécessaire, voilà, structure. Et dans le monde invisible, il n'y a pas de structure, et ça coule comme de l'eau et il faut suivre le chemin, mais je pensais que je n'avais pas droit. Maintenant, mon fils, il est grandi, il a 17 ans, semaine dernière, voilà, il est devenu sage. 4 ans de souffrance d'adolescence. Ouais. Aujourd'hui, au lieu de me demander d'argent à mon anniversaire, l'année dernière, c'était plusieurs appels pour lui envoyer l'argent. Quand il veut l'argent, il m'appelle. Sinon, pas besoin de maman. Mais aujourd'hui, on m'a dit, t'as vu, je me dis, il me demande. C'est sûr qu'il oblige. Il me demande. Il m'a écrit le message, mon chéri, maman, c'est juste pour te souhaiter joyeux anniversaire. C'est formidable. Appelle-moi Angela. quand tu peux, mon Dieu, quel bonheur. Et merci beaucoup, Angela. Et je voulais vous demander, sur la page Instagram, en ouverture, il y a une phrase. Je cherche à agir comme un artisan du hasard, un poète de l'inattendu. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette phrase? Justement, c'est inattendu. Vous savez, quand je fais mes ateliers, j'adore faire mes ateliers, je pense que je vais les reprendre. J'ai commencé à faire après le Covid. Comme pour beaucoup de gens, tout a arrêté. Je dirige une association de bien-être et création auprès des maisons d'association des quartiers latins. Et donc, je me souviens de la phrase que je disais à mes élèves, si je le souviens. Voilà, je les disais, je crois que cette phrase que j'ai trouvée dans un livre. Apprivoisons en attendant. Moi, je pense que j'ai oublié complètement, je vais dire quelque chose qui. Apprivoisons, je ne sais pas si le mot existe, apprivoisons. Si, apprivoisons. Inattendu, oui, c'est comme ça. Apprivoisons en attendu. Allons dans notre folie le plus profond, parce que c'est dans les folies il y a notre génie. Et je trouve que le génie, il est dans l'attendu. Plus le mot appartient avec le courage. Attention, parce que quand on va dans l'inattendu, c'est justement pourquoi j'ai arrêté d'y aller quand mon fils est né. J'avais plus de courage. Il faut avoir le courage. Il ne faut pas avoir peur, parce que là, on a peur. Mais dès qu'on a peur, tout est fini. Il n'y a plus de... Enfin, pour moi, le chemin créatif, il est fini. Donc, il faut avoir le courage d'aller vers l'inattendu. Il ne faut pas avoir peur. Et il faut aller vers les folies. Ce mot, j'aime beaucoup. C'est la folie. Parce que les autres vont dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est ridicule, c'est vulgaire. On sait quoi, c'est cadre télé. Bon, on s'en fout. J'ai fait ça parce que je l'ai ressenti, parce que c'est mon histoire. Je m'en fous ce que les autres ils en pensent. Voilà, c'est ça. Donc, il y a le courage, effectivement, d'aller dans l'inattendu. Merci beaucoup. Il me semble que cette phrase est d'André Breton, si je ne me trompe pas. Ah. Tu vois, je cherchais, mais bon, ben, tu vois. Et il est 19h43. Et on va passer aux fêtes. Aux fêtes. Eh ben ouais. Et on vous amène. Merci beaucoup, Merci Angela. beaucoup, Angela Shapovalova. Et puis merci beaucoup, Madi, d'être venue. Parce que, Merci beaucoup à franchement, vous, c'est avec un grand plaisir. Merci, vraiment agréable. Donc, et là, on vous amène en République tchèque, Slovaquie, Biélorussie, Albanie, Croatie, plein d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Oui, aujourd'hui, on fête les professeurs. Bonne fête à tous les profs. En République tchèque, on fête Den Učitelu, où les étudiants désignent les professeurs qu'ils ont le plus apprécié lors du concours Zlatiamos, qui prend fin aujourd'hui le 28 mars. En Slovaquie, on fête aussi les professeurs. Le 28 mars, date de naissance du philosophe et grammairien morave Jan Amos Comenius, on l'a vu tout à l'heure. Et d'ailleurs, je salue les professeurs et les élèves de l'université de Bratislava qui portent son nom, donc Comenius, et où je suis intervenu il y a déjà quelques années. J'aimerais bien revenir. En Slovaquie, cette fête s'appelle Den Učiteľov. Et Jean Amos Komenský, qui était né en 1592 et mort en 1670, était considéré comme le père de l'éducation moderne. Il a promu une approche universelle de l'enseignement, défendant l'idée que l'éducation devait être accessible à tous, indépendamment de leur origine, de leur statut social, et son œuvre majeure, Didactica Magna, pose les bases d'une pédagogie progressive et humaniste, influençant durablement les systèmes éducatifs européens. Et moi, à la fac en Russie, nous, on avait les cours de pédagogie et on avait Komenský en cours. Ah, bah, les ouvrages de Komenský. Eh ben,
Le 30-31 mars, il a traversé les frontières ce monsieur. Et les siècles. Et les siècles. Le 30 et 31 mars en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, au Kosovo, en Macédoine du Nord ou encore même en France, eh bien, les musulmans fêtent l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré du Ramadan pour les musulmans, célébré par une prière spéciale du matin. Eh bien, elle est l'occasion de partager des repas festifs, d'échanger des cadeaux et de faire des dons aux plus démunis. Cette fête symbolise la gratitude, la solidarité et le renouveau spirituel après un mois de jeûne et de prière. Le 31 mars également, c'est la fin des journées de la francophonie en Moldavie. Ces journées clôturées le 31 mars rassemblent institutions, étudiants, passionnés de la francophonie autour d'échanges et d'initiatives, renforçant les liens entre la Moldavie et l'espace francophone. Oui, et puis le 2 avril, eh bien, en Biélorussie, on fête le jour de l'union des peuples de la Biélorussie et de la Russie, marquant la signature du traité d'union entre les deux pays en 1996. Cette journée symbolise le rapprochement politique, économique et culturel entre Minsk et Moscou. Des cérémonies officielles, des concerts sont organisés pour souligner l'amitié et la coopération entre les deux nations. Le 3 avril, la Roumanie célèbre la journée des gendarmes roumains. Cette fête marque l'anniversaire de la création officielle de la gendarmerie roumaine en 1850, lorsque le prince barbu Stirbei a signé l'acte de fondation de cette institution. À l'occasion de cette journée, plusieurs manifestations sont organisées dans tout le pays à travers des cérémonies officielles, la participation des autorités et des représentants des forces de l'ordre, avec des démonstrations, des exercices tactiques réalisées par les unités de gendarmerie, des portes ouvertes permettant au public, notamment les jeunes, de découvrir le métier de gendarme. Merci beaucoup. Écoute, en route vers l'Est, direction Exactement. Sofia avec Gabriel. Et oui, On a bienvenue dans ce nouveau numéro de En route vers l'Est. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le coup de cœur de mon voyage. Vraiment, c'était fou, c'est Sofia, évidemment. La Bulgarie, c'est ce pays d'Europe de l'Est bordé au nord par la Roumanie, à l'ouest par les Balkans, au sud par la Grèce et la Turquie, et qui s'ouvre à l'est sur la mer Noire. C'est l'une des plus anciennes capitales d'Europe, dont l'histoire débute il y a 5000 ans. Elle prend son nom au XVIe siècle en l'honneur de Sainte Sophie, alors sous l'occupation turque, qui durera quand même 5 siècles. D'où son aspect oriental d'ailleurs qu'on retrouve encore aujourd'hui. Devenue capitale en 1878, elle est reconstruite à l'européenne avec de larges avenues, de grands parcs et aujourd'hui son métro flambant neuf. On va Sofia, voir défiler les photos les unes après les autres. Sofia est peu visitée par rapport au reste du pays, mais qui est d'ailleurs magnifique. Pourtant, cette capitale balkanique est incontestablement une ville dynamique qui respire et qui étonne. Ça m'a fait beaucoup de bien, surtout qu'on la découvre facilement à pied, entre les larges boulevards de la nouvelle ville et son très beau centre historique, riche culturellement. J'adore cette ambiance pays de l'Est des années 70, qui est ici très bien mixée avec tous les ingrédients d'une capitale d'aujourd'hui, à la différence près que les grandes enseignes sont en version cyrillique. Le christianisme orthodoxe est dominant ici, et la cathédrale Alexandre Nevski, qu'on va voir un peu plus tard, en est le joyau, un édifice imposant, doré, majestueux. Elle est l'attraction majeure de la ville. Et non loin de là, la mosquée Banya Bashi, qui s'intègre harmonieusement au paysage urbain, pas au village. C'est une ville. Presque un village. Et on y retrouve aussi les vestiges romains de Serdica, témoignage de l'ancienne cité dont le nom est tiré de l'ancienne ville. Sofia, c'est une ville pleine de contrastes, comme on le voit depuis tout à l'heure sur les photos. Sur une même rue, au trottoir pavé souvent délabré, on croise aussi bien un immense immeuble de luxe qu'une maisonnette à l'abandon à côté d'un bâtiment soviétique. Et dans les rues étroites de la ville basse, au charme authentique, j'ai déniché des petites ruelles au calme incroyable au cœur de la ville, avec ses petits commerces, des jardins cachés, des petites maisons couvertes de fresques murales. C'était très sympathique. Mais finalement, c'est toute la ville en fait, qui est calme et sans agitation. C'est ce qui étonne le plus, je trouve, et qui est assez reposant avec cette ville. Tout autour de la ville, on voit les massifs montagneux de Vitosha.
qui a donné son nom à la grande rue piétonne principale, qui est le boulevard Vitosha, commercial et touristique, où l'on déambule tranquillement. L'ambiance est bon enfant, le coût de la vie incroyablement bas, un des moins chers d'Europe, avec notamment des bières à quelques centimes. Toujours avec modération, mais 30 centimes, c'est pas cher. Ah, ça attire du monde, j'ai vu ça. Mais c'est du bière? Oui, une bonne bière. Et ce qui marque surtout, c'était la générosité des Bulgares, avec qui j'ai pu partager effectivement un verre. Ici, on est accueillis à bras ouverts, avec le sourire et l'envie de partager leur culture. Les habitants sont particulièrement gentils et ouverts d'esprit, très fiers de voir des visiteurs s'intéresser à leur culture. Et les Bulgares cherchent toujours un prétexte pour faire la fête, malgré les conditions économiques qui ne sont pas forcément évidentes. Le pays a effectivement eu du mal à trouver sa voie après la chute du communisme, dont ils furent les derniers à s'en libérer. Impossible de repartir sans goûter le kavarma, un délicieux ragoût aux légumes servi dans un plat en céramique accompagné d'un verre de rakia, toujours avec modération, mais une eau de vie qui réchauffe l'âme. Une petite pensée également pour Sylvie Vartan, dont on entend beaucoup parler en ce moment avec son film, qui est bulgare, comme chacun sait. Oui. Donc Sofia, c'est une ville pleine de contrastes, de charme, d'histoire et d'authenticité. Une capitale qui mérite d'être découverte sans se presser, en profitant de son calme et de sa chaleur. Alors une fois de plus, c'est parti pour une balade minute en vidéo pour capter son ambiance paisible. Merci. Allez. En route vers la Bulgarie, à Sofia. Ville très verte et paisible où l'on reconnaît son héritage soviétique avec ses grandes avenues et ses bâtiments imposants. C'est une ville éclectique dont l'on voit de partout les belles montagnes Vitosha. Au cœur de la ville, la grande mosquée et son minaret rappellent les 5 siècles de domination ottomane. Mais les Bulgares sont majoritairement orthodoxes, comme en témoigne la magnifique cathédrale Alexandre Nevski. Toute bonne ville de l'Est a son spectacle de fontaine, ici devant le Théâtre National où l'ambiance est fun et détendue. Il fait bon vivre dans cette capitale balkanique, étonnante et dynamique, comme ici sur le boulevard Vitosha. Et pourtant à 2 pas, des ruelles calmes aux maisons couvertes de fresques murales, pour terminer en douceur notre balade minute. Et puis avant de retrouver notre prochaine invitée, Lorena Bocianu, pour son livre 7 cordes qui m'attachent à la terre, eh bien on va passer aux partenaires. Tout d'abord, la Fédération France-Slovaquie qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison, qui vous invite à un événement le dimanche 30 mars prochain à 16h sur les pas des artistes graveurs slovaques à la Monnaie de Paris, 11 quai de Conti dans le 6e arrondissement. Une sortie suivie d'un verre de l'amitié au Café Frappé pour suivre l'actualité de la Fédération France-Slovaquie. Une adresse france-slovaquie.com et puis sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant, place au voyage. Voici quelques images de la Slovaquie.
L'Aki, Atelier de transformation, est une association aussi, notre partenaire, qui prend soin de votre image à travers les formations pour les cadres d'entreprise, les dirigeants, les étudiants dans les écoles supérieures. Et enfin, c'est une association qui organise les événements autour de la mode, du style et des arts. Et le prochain événement, comme nous avons évoqué la dernière fois, le 15 mai, Enchantement, show burlesque fashion, avec le chant, la danse et le spectacle. Vivez les enchantements avec l'Aki. Et puis, si vous rêvez de vacances inoubliables dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes, à skier, plonger dans un spa, dans une piscine, dans un jacuzzi, en train de boire du champagne, dans une ambiance de fête, tout en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région de Roumanie qu'est le parc de Maramureș, eh bien, il ne vous reste plus qu'à contacter les chalets Aima Aikokoa sur internet, aima-aikokoa.ro. Elle parle français et vous attendent à bras ouverts. D'ailleurs, bon anniversaire à Alina, la patronne. Place aux images, place aux vacances. Et puis, si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, on va passer à la météo. Sachez que ce week-end, il sera mitigé. Samedi matin, le continent sera coupé en deux. L'Europe centrale sera sous les nuages, voire encore sous la pluie, comme en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Moldavie ou dans les Balkans occidentaux. L'Europe orientale et la Pologne seront, eux, sous un très beau soleil. Côté température, elles varieront à l'est de 4 à 6 degrés. De l'Estonie à l'Ukraine, on attend 8 degrés à Sofia, 9 degrés à Bucarest et à Zagreb, 10 degrés à Budapest et à Berlin et à Chisinau, 11 degrés à Bratislava et à Prague, 12 degrés à Varsovie, 14 degrés de maximum européen à Belgrade en Serbie. Samedi après-midi, la pluie va continuer à tomber sur les Balkans, la Roumanie va atteindre, la pluie va même pleuvoir donc en Roumanie et atteindre même la Bulgarie. Le soleil brillera toujours de l'Estonie à l'Ukraine, ainsi qu'en Pologne. Partout ailleurs, ce sera des nuages. Côté Mercure, elles seront homogènes sur tout le continent. 10 degrés à Zagreb, 11 degrés à Chisinau, 12 degrés à Bratislava, à Budapest et à Minsk, 13 degrés à Prague et à Bucarest, 14 degrés à Belgrade, Tallinn, Vilnius, Berlin et à Paris, 15 degrés à Kiev et Varsovie, et aussi à Sofia. Dimanche matin, il n'y aura pas beaucoup d'évolution, si ce n'est l'arrivée des nuages sur l'est du continent, avec notamment un ciel voilé sur Kiev et Prague. La pluie fera son apparition dans le ciel de la Roumanie et de l'Allemagne, sauf à Munich. Seules la Lituanie et la Biélorussie seront sous un beau soleil. Côté température, elles varieront de 5 à 7 degrés de l'Estonie à l'Ukraine, 7 degrés aussi à Berlin et à Paris, 9 degrés à Sofia et à Chisinau, 10 degrés à Prague, à Bucarest et à Zagreb, 12 degrés à Budapest, 13 degrés à Varsovie et à Bratislava, 14 degrés à Belgrade. Dimanche après-midi, ça va se gâter. Tout le continent sera sous les nuages, avec cependant des éclaircies sur la Croatie. De rares ondées sont attendues sur toute la Serbie, mais aussi en Bulgarie et en Allemagne. Côté Mercure, on attend 9 degrés à Berlin, 10 degrés à Prague, 12 degrés à Chisinau et dans le parc de Maramureș en Roumanie, 13 degrés à Kiev et à Budapest, 14 degrés dans les pays baltes, Minsk, Varsovie et à Zagreb en Croatie, 15 degrés à Bratislava, à Belgrade et à Sofia, 16 degrés de maximum à Bucarest. Il est 20h, place au journal. Cette semaine, jusqu'à demain, se déroule la 36e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école. Le thème de cette édition, Où est l'info, permet avant tout de revenir sur les fondamentaux de l'éducation aux médias et à l'information.
Et en ce qui nous concerne, on vous dit tout. Il est 20h, donc place au journal européen avec les infos qu'on vous dit peu ou pas. Et on commence avec l'Ukraine et un accord franco-britannique. Oui, hier à l'Elysée, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont réuni plus d'une trentaine de pays appelés la coalition des volontaires pour évoquer leur idée à déployer des troupes européennes en Ukraine. À l'issue des pourparlers, le président français a toutefois admis qu'il n'y avait toujours pas d'unanimité concernant le projet franco-britannique. Pour éviter tout statu quo, Paris et Londres ont annoncé l'envoi d'une mission franco-britannique qui devrait rencontrer les homologues ukrainiens dans un délai de 3 semaines. Le but, identifier les emplacements stratégiques où les futures unités occidentales pourraient stationner ainsi qu'un schéma des besoins. Selon le président français, ces forces ne seront ni des troupes de maintien de la paix, ni des unités de combat de première ligne. Du côté de la Russie, à Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé Paris et Londres de tenter de déguiser leur intervention en une sorte de mission de maintien de la paix. Bulgarie, Sofia propose d'accueillir un centre de contrôle de la navigation en mer Noire. Oui, le projet a été présenté par le Premier ministre bulgare Rosen Zhelyavskov après la réunion Paix et sécurité pour l'Ukraine qui s'est tenue hier donc à Paris. Le Premier ministre propose de créer un centre multinational de coordination maritime pour assurer la sécurité de la navigation à travers une surveillance aérienne et maritime constante, assurer des alertes précoces en cas de menaces potentielles et d'activités hostiles et renforcer la résilience des infrastructures sous-marines critiques en mer Noire, et ce, dans la partie occidentale de la mer Noire, mais aussi d'en devenir l'hôte. La sécurité de la mer Noire est actuellement au cœur des négociations entre la Russie et les États-Unis. Il y a 3 ans déjà, la Bulgarie avait insisté pour accueillir un centre de coordination de l'OTAN pour la navigation en mer Noire. Pologne. Les agriculteurs polonais s'opposent à la mise en jachère de leurs terres malgré les subventions de l'Union européenne. La mise en jachère de 4% des terres arables était initialement prévue comme l'une des conditions requises pour bénéficier des subventions de la PAC, la politique agricole commune. Toutefois, après les manifestations de 2024, l'Union européenne a transformé cette obligation en un programme écologique volontaire permettant aux agriculteurs de recevoir des aides financières supplémentaires pour s'y conformer. Mais les agriculteurs polonais rejettent l'idée. Europe, la Commission européenne va fixer un objectif climatique pour 2040, malgré le manque d'entrain des États membres. Oui, tout à fait, Anna. La Commission européenne est sous pression pour proposer un objectif climatique pour l'horizon 2040 qui soit conforme à la faible volonté des pays de l'Union européenne d'agir en faveur du climat. La commissaire de l'environnement, Jessica Roswell, devrait en effet proposer dans un avenir proche de réduire de 90% d'ici à 2040 les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre qu'on a connus en 1990. Idée soutenue entre autres par l'Espagne et la Finlande. En revanche, la République tchèque s'est montrée critique à l'égard de la vision des 90%, tandis que les Hongrois et les Slovaques veulent retarder la proposition jusqu'à ce que les dirigeants de l'Union européenne, qui doivent se mettre d'accord à l'unanimité, se coordonnent sur la voie à suivre. Cela retarderait le processus de plusieurs mois. L'Allemagne étant incapable d'exprimer une position claire, l'objectif des 90% est controversé dans les négociations entre les chrétiens démocrates et le SPD, formant un gouvernement. La coalition des pays réticents semble être en position dominante. L'Autriche, elle, joue la neutralité. L'Italie a indiqué quant à elle qu'elle préférerait un objectif plus bas. La coalition anti-90% sait qu'elle n'a pas besoin de convaincre tout le monde, mais juste assez. Groenland, la Terre verte se dote d'un nouveau gouvernement juste à temps pour la visite de J.D. Vance. On part au Danemark. 4 partis sur 5 au Parlement groenlandais devraient signer un accord de coalition aujourd'hui, au moment où le vice-président américain J.D. Vance atterrira sur la base militaire américaine de Pituffik au Groenland, selon le média KNR. Initialement présentée comme une participation à une course nationale de chiens de traîneau, la visite se limitera à la base militaire de Pituffik avec des contestations, des gouvernants et populations groenlandaises. Malgré ce revirement, le président des États-Unis, Donald Trump, a réaffirmé ce mercredi, je cite, « Il nous faut ce territoire ». Je n'aime pas le dire comme ça, mais il va falloir prendre possession de l'immense île arctique, a-t-il poursuivi. Cette visite et les propos du dirigeant confirment la pression croissante des États-Unis sur le territoire autonome danois, riche en terres rares, lithium, uranium et autres ressources minières. Le gouvernement groenlandais a dénoncé une provocation et la première ministre danoise, Mette Frederiksen,
a condamné une pression inacceptable. Un sondage du journal groenlandais Sermetiak révèle que 85% des habitants s'opposent à un rattachement aux États-Unis. Si une annexion reste théorique, cette menace s'intensifie en raison des ressources stratégiques de l'île. Oui, je rappelle que le Groenland, donc territoire du Royaume de Danemark, fait de facto partie de l'Union européenne. Affaire donc à suivre. Exactement. Place à l'interview, il est 20h05. Lorina Balteanu est une créatrice de bijoux, poétesse d'origine moldave, mêlant art et poésie dans ses œuvres. Inspirée par son héritage culturel, elle façonne des bijoux uniques, empreints de délicatesse et de symbolisme. Ses créations racontent des histoires où chaque pièce devient un poème à porter. Passionnée par les mots, elle associe souvent ses bijoux à des vers qu'elle écrit elle-même. Son univers artistique allie finesse, émotion et une touche de mystère. Et aujourd'hui, nous parlons de son premier roman autobiographique, La corde qui m'attache à la terre, aux éditions des Syrtes. Encore merci Lorina Balteanu d'être venue dans Bienvenue à l'Est sur Armada. Bonjour, madame. Prémétation. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un roman autobiographique. Justement, On va en parler. on va en On va parler. parler. Oui. On va regarder d'abord l'histoire de ce livre. Cette corde qui m'attache à la terre renferme tout un univers, celui d'un village moldave à l'époque soviétique qui tient dans les paumes d'une petite fille. Elle observe ce qui se passe et ce qui lui arrive avec innocence et a un besoin désespéré d'être comprise. Objets, sensations et personnages peuplent son monde, de l'excentrique tante Mouza à la vieille Doshia, la guérisseuse, en passant par le grand-père, prince charmant vieilli, et Raya, la bibliothécaire, de retour de Sibérie. Tout est désir de partir dans le vaste monde pour cette petite fille, loin de l'endroit où elle est née, loin des vies des autres, des superstitions, des traditions, du poids d'une histoire qu'elle laisse subtilement entrevoir. Alors, on croirait une autobiographie. Pourtant, ce ne serait pas une autobiographie, c'est ça? Pour moi, une autobiographie, c'est quand On raconte sa vie. on raconte exactement à partir d'une naissance jusqu'à je ne sais pas quand. Et on est fidèle à les événements qui sont passés avec le personnage. Mais une vraie œuvre littéraire, elle s'inspire d'une vie, d'une biographie, s'inspire, mais elle a le droit De modifier un tout peu à la fait. chose. de modifier et de choisir d'une cette vie des choses les plus importantes ou les plus Les plus marquants. significatives, Ouais. oui, même marquantes, et communes avec les autres aussi. Tout à fait. Parce que si je me plains pour ma douleur et si ça touche pas personne, c'est pas intéressant, ça c'est pas la littérature. Je suis tout à fait d'accord, mais Oui. ça reste un roman autobiographique, comme Château de ma mère, par exemple. Donc, on s'appuie beaucoup sur ce ressenti, Oui. sur son En tout cas, mais enfance. ça c'est pas, même si on laisse cette idée que c'est autobiographique, même avec ça, je peux être d'accord cette soir. Tout à fait. Cette Et, soir seulement, oui. En tout cas, ça parle à beaucoup de Mais monde. petite, vous avez rêvé très vite de partir loin, chercher un ailleurs. D'abord Bucarest, après Paris. Comment s'est faite cette rencontre avec Paris? C'était déjà très tard. Moi, j'étais déjà assez grande, avec beaucoup de rêves déjà partis. Mais les sensations, c'était vraiment intéressant. Parce que quand je suis descendue première fois à Paris, j'avais le sentiment que j'étais déjà là. Et par faute, je ne sais pas, par hasard, se sont trompés mes parents de me faire naître en Moldavie. Moi, j'étais parisienne. Oui, tout à Dans fait. notre vie, Il y a- peut-être. Oui. C'est vrai, il y a une sorte de crise d'identité dans le roman. Et- Je fais des blagues en général, je m'excuse, mais cette idée qu'on se cherche toute notre vie. Et nous, les Moldaves, nous sommes vraiment dans une situation un petit peu encore plus compliquée parce qu'on était coupés de notre source vitale, de notre patrie, de notre terre, de notre histoire, de beaucoup de choses. Et on était vraiment pas influencés, mais mis dans un expériment terrible de former un nouvel homme soviétique
Et nous tous, les Moldaves, je crois que, en tout cas ma génération, a ce problème d'identité. Oui, justement. Et dans le livre, c'est illustré avec un épisode incroyable quand la petite fille héroïne rature son passeport et change son nom. Donc il y a effectivement cette recherche d'identité qui je suis. Et c'est vrai pour la Moldavie, ça reste toujours difficile et ça a été difficile. Euh, une partie de l'histoire du pays était rasée, on peut dire, hein, la table rase. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez trouver, retrouver? Non, ça c'était, ok, par exemple, les gens comme moi savaient toujours qu'on est romain, on Mm. était un petit peu, comment se dire, maltraités par les tanks soviétiques. Et je suis sûre que dans le moment quand le shoot, c'était le shoot du mur de Berlin, pour nous c'était aussi retour euh, à tous ce que nous sommes. Je crois que déjà pour les générations suivantes, c'était plus facile et plus simple. Parce Oui, qu'on se retrouvait, OK, dans notre pays, parce que c'était impossible de changer les frontières, changer les choses signées, parce qu'on n'est pas comme les autres. On respecte et on n'a pas insisté de changer quelque chose. Mais en tout cas, on est un petit peu maintenant relaxé. C'est pour le plus moment. apaisé. Oui, peut-être que parce on se identifie comme Roumain, Oui, qui on attend le jour quand on va, même par Europe, parce que les chemins sont différents tout à fait. pour entrer à la maison. On peut aller par Rome, ou on peut, oui. Tout à fait. Non, mais je Oui, suis tout à oui. fait d'accord. Mais je Et suis sûre, et moi je suis dans cette... ok, un petit peu déséquilibrée avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, mais je suis sûre on va retourner chez nous. mm. Et justement, vous racontez dans le livre comment la langue roumaine a été bannie de l'enseignement de la vie, comment les gens étaient stigmatisés si on trouvait un livre en roumain, Oui. enfin dans la maison ou ici Non, mais encore ça, pire, on amenait à l'école. c'était la mentalité, c'était les manières, c'était comment se dire, l'instrument du lutte, c'était l'instrument du système Bien sûr, du système soviétique communiste. qui voulait changer. C'était la même chose et je suis sûre qu'en Kazakhstan, dans des autres républiques soviétiques. Peut-être que chez nous, un petit peu plus parce que c'était toujours cette peur de Roumanie qui tient pour nous, qui nous attend. Et c'était peut-être plus renverser plus de force Mm. pour nettoyer notre mémoire, Et c'est vraiment parce que, vous vous souvenez, parce que les Russes sont venus dans 24 heures, le temps que c'était déjà d'autre côté de la frontière. Moldavie, c'est entre deux rivières. Oui, Et, et moitié sont partis, moitié sont restés. Et on était coupés vraiment comme ça d'un jour à l'autre. Et on a été interdit d'écrire les lettres, tout à fait. de se voir, même de dire à quelqu'un que tu as moitié de famille Exactement. d'autre côté de la rue, de rivière. Et c'était compliqué. Tout Et à... Oui. pour moi, qui avait moitié de famille d'autre côté, Mm. c'était toujours... et on a eu... Moi, j'ai eu cette... comment ça s'appelle? Je venais d'une famille un petit peu plus spéciale et à la maison, on parlait de tout ce qui se passe autour de nous. Tout à fait. À quel âge, en fait, vous vous êtes rendu compte de cette oppression communiste? Comment vous l'avez ressenti? Qu'est-ce qu'on disait dans la famille? Ok, c'est par père, peut-être que mon père qui était toujours contre. Je me souviens elle n'a pas voulu entrer dans le kolkhoz parce que, Mm. ok, même s'il est venu de la guerre. Et je me souviens parce qu'il était obligé parce qu'il venait une voiture et il ramassait tous les animaux Animaux. domestiques Mm. pour
comment se dire, je crois que pour un abattoir, Mhm. pour le Yep. transformer en viande et le envoyer en Russie. Et on avait seulement je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est veau, petit, Petit veau, oui. oui, oui. Un petit veau. Et il était obligé de partir, de donner cette. Et c'était, mes parents avaient 7 enfants, et il est parti avec, monté avec dans cette voiture avec cet petit animal. Et jusqu'à l'abattoir, il l'avait tué. Mm. Ok, parce que pas seulement l'abattoir, peut-être qu'il est petit, il fallait qu'il le mette dans une ferme pour le faire grandir. Il a dit non, c'est moi qui vais le tuer, c'est à moi. Jamais je ne vais pas donner à cette pouvoir. Mm. Et il est venu à la maison dans un choc terrible. Et je crois que c'est la première fois quand il a parlé. Moi, j'étais très petite, mais quand j'ai entendu cette douleur et cette pleurs de tous mes frères qui sont plus grandes, et quand ça a commencé, cette compréhension de monde, du pouvoir, de notre situation, de tout ce qu'il faut parler dehors et il faut pas parler dehors. C'est Et ça. pour moi, dans Qu'est-ce cette qu'on doit jour, taire? Qu'est-ce pour qu'on moi, doit je crois dire? que dans cette jour, ça, la vie, et ça recommençait autrement. Mm. Et vous avez parlé tout à l'heure des frontières, justement, du pays copé, enfin, tout de suite, en Oui, oui, très peu d'heures. Et dans le livre, vous avez ce personnage de la tante Musa qui symbolise cette liberté, qui vient et qui va, qui raconte Bucarest, voilà, qui fait les voyages. Comment elle vous apparaissait quand vous étiez petite? Oh, c'est ma vraie tante. Ici, c'est autobiographique, c'est vrai. Mais il était vraiment spécial. Excentrique, je dirais, d'après enfin, le livre. Ok, très excentrique, mais très, très jolie. C'était vraiment une des femmes les plus jolies de Bucarest. Mais pour moi, dans le livre, moi, j'ai essayé de faire d'elle un fantôme, peut-être, une rêve, une idée d'autres types de vie, d'autres. Parce que on ne peut pas dire que la vie est seulement comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et elle qui a réussi à partir avant la guerre, elle s'est installée à Bucarest, elle qui a réussi à se marier avec un Italien très riche qui toute la vie l'avait soutenu. Euh, mais à la fin, je ne sais pas si elle a réussi. Mhm. Dans le livre, si vous avez lu, Oui. je ne suis pas sûre qu'elle était heureuse, qu'elle était. Et même si elle a su partir, moi j'ai resté. Oui. Et ma tragédie, c'était que je ne peux pas encore partir. Elle est partie, ma grand-mère a resté. Et dans le livre, on ne voit pas parce qu'elle fait beaucoup de théâtre, elle joue, mais de temps en temps, elle regrette peut-être qu'elle ne s'est pas mariée Oui, avec mon grand-père et qu'il n'a pas effectivement. resté peut-être faire un autre type de vie, une famille. Et c'est pour ça que bon, la vie est très complexe, oui. C'est vrai, c'est un personnage complexe et même les rapports de la famille Mais avec cette tante. ou cette euh, tante, et moi je peux vous dire déjà avec pourquoi j'ai accepté cette idée d'autobiographie, parce que dans ce moment, à Londres, ma fille passe deuxième examen dans une école du théâtre. Mhm. Ah, Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui continue dans notre vie. oui, Ça veut dire que il y a une c'est quatrième transmission. génération déjà. Mm. Mas Maranda est à Londres. Ok, elle a fini conservatoire ici, mais elle va continuer à Londres. Ça veut dire que Tanti Musa, elle a un rêve de toujours, elle va continuer dans. Effectivement, Mhm. c'est vrai, c'est passionnant. Et dans le livre aussi, il y a beaucoup de mots qui sont écrits en russe, qui ne sont pas traduits, qui sont des inséminations et qui créent une couleur locale. Et vous parlez de beaucoup de traditions familiales, locales, du village. Quelle tradition vous a le plus marqué?
Oui, pas seulement j'ai insisté de garder les mots en russe parce que comme moi je suis née dans cette époque vraiment Tout à fait. oui, et beaucoup de choses nouvelles sont venues avec les noms, mais déjà on n'avait pas le roman, le nom roman parce que tout était fermé. Mais j'ai insisté de garder dans mon livre les néologismes, les anciens mots en roman qui ont les utilisés parce que langue moldave, ils ont essayé de faire une langue moldave ou le déclarer moldave, langue romaine du territoire moldave, il était enfermé presque une moitié du siècle et c'est pour ça qu'il a resté un petit peu... C'est ça que vraiment cette couleur locale. Et moi, j'ai eu beaucoup de batailles avec la maison d'édition, mais à la fin, c'est ça qui, même les romans, d'autres côtés dans la vraie Roumanie, c'était très intéressant pour beaucoup de gens lire des mots qui se sont oubliés. Parce que moi, j'insiste à garder, même dans une petite poche à côté, mais il faut garder tout notre pouvoir de dire quelque chose. Et c'est les mots, oui. Tout à fait. Et c'est des objets du quotidien, justement, et cette réalité a aussi disparu. Et ça disparaît parce qu'on grandit, ça disparaît parce que l'histoire a changé, le pays a changé. Et c'est vrai que c'est aussi un plongeon, finalement, dans le passé. Oui. J'ai compris que vous m'avez demandé quelque chose un petit peu de concret, quelle tradition m'avait marqué. C'est vrai. En général, moi, après, quand je suis, comme je veux dire, j'étais un personnage dans mon pays, un petit peu pour changer, comment je veux dire, pour nettoyer les fenêtres, un petit peu. Et moi, je suis un petit peu contre les traditions. Les avoir, mais il ne faut pas le garder comme une religion. Parce que parfois, il y a des choses qui te tiennent comme des pierres à la pied et tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas changer quelque chose dans ta vie. Pour la liberté, la vraie liberté, ça c'est quelque chose qui tu gardes et seulement de quoi tu as besoin. Parce que beaucoup des gens, beaucoup de pays, beaucoup de zones, parfois sont des victimes d'une idée, d'une tradition, d'une religion. Et ça reste enfermé dans cette dogme. Et c'est dommage. Parfois, dans cette région, ça peut naître un enfant qui va souffrir de cet enfermement. Oui, c'est vrai, mais parfois les traditions familiales, en tout cas, ça crée notre ciment aussi. Tout ce qui est du vrai, ça reste, je vous assure. Il ne faut pas le cultiver artificiellement, il faut dire, vrai, il faut... vrai. Mais tout ce qui nous touche, tout ce qui... Si tu aimes ta mère, tu vas aller le voir. Et ça va même s'il ne va pas faire du pain comme ça, vraiment comme il faut le faire à la Pâque, il va te faire un pain simple. Et ça, c'est aussi une tradition. C'est la tradition de ta famille, de ta mère. Et les traditions sont appropriées de chaque être humain et ça change dans nous en intérieur. Parce que, toute la Moldavie, comme dans ma livre, est décrit comment on fait le porc, on le prépare pour les fêtes d'hiver. Et je suis sûre que chaque a sa imagination et chaque petit détail, même si c'est le même rituel, on tue. Mais je crois que la tradition est toujours comme on fait des petits ajourés. Des petites dentelles d'ajour de notre imagination, de tout ce qui se passe avec nous. Et chacun a mis sa petite fleur. C'est vrai. On brode autour des traditions pour se créer. Oui. Et cette corde qui m'attache à la terre, c'est un titre très poétique. Et le personnage principal est lié à la figure de la lune dans le texte.
Bah oui. Jérôme. On va vous faire Et découvrir. cet extrait. Comme moi, la lune ne dort pas. Elle se balade dans le ciel la nuit et se fait des colliers d'étoiles. Quelquefois, elle en laisse tomber une dans le lac. Mon collier s'est cassé lui aussi et les pierres se sont toutes dispersées. Je les ai amassées une par une. Celles qui avaient roulé dans le miroir, je ne les ai pas trouvées. Comme moi, la lune voudrait s'en aller. Comme moi, elle est attachée à la terre par une corde. La Très lune, poétique. les perles, le miroir, le ciel, ces images de beauté sublimée. J'ai adoré ce passage, vraiment. Et vous créez aussi des bijoux. Et on en a vu Des certains bijoux précieux. à l'écran. Ah ben, j'ai pas regardé l'écran. Que peuvent découvrir en fait les clients de votre boutique au 29 rue de Fine dans le 6e? Oui, et on a encore une autre boutique à rue du Paradis à Dans le Nice. 10e. À Nice, oui. À Nice. Oui, à Nice, oui, sur rue du Paradis. Les bijoux. Ok, ça c'est une idée plutôt de ne pas perdre cette lien avec mon pays. À l'époque, quand je suis venue en France, j'ai cherché quelque chose qui va garder mon liaison avec mon patrie. Et moi, j'ai amené cette technique parce que c'était une technique de dentelle ancienne française. Je l'avais amenée chez moi. On a fait une école sur la route et on a choisi les villages où on n'avait pas de travail, où les hommes sont partis ailleurs pour travailler. Et c'était à l'époque, c'était vraiment compliqué en Moldavie. Et moi, j'ai fait apprendre beaucoup de femmes dans mon pays pour faire ces techniques. Ok, je faisais dans notre école encore deux autres techniques. Et l'idée, c'était pas... Ok, normalement que pour faire le monde un petit peu plus joli, mais c'était... Moi, je suis très lucide de tout ce que j'ai fait pour aider les femmes de mon pays, pour, pas seulement pour faire un petit peu d'argent, mais pour comprendre une chose, que ce n'est pas l'État. Il y a personne dans cette vie qui doit te sauver. C'est toi, tes mains. Il faut prendre ton destin dans les mains et il faut faire quelque chose. Et moi, j'avais cette idée Et après, j'étais obligée déjà de faire des management parce qu'ils ont fait, mais moi, je suis obligée de le vendre et de le soutenir avec les idées. Parce que, ok, par hasard, je suis architecte par hasard. Une artiste, Non. Par hasard. Une artiste Non, complète. la responsabilité de chacun. Non, de faire sa je suis vie. obligée de le dessiner, oui, à la fin. Oui. Il est 20h28, on est obligé de toucher, enfin l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Merci. Lorena Balceanu. Enchantée de vous connaître et j'espère que beaucoup de monde va lire maintenant. Pas seulement ma livre, mais beaucoup d'informations sur la Moldavie. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Angela Shapovalova et Madi d'être venus nous parler de cette intelligence artificielle et puis de cette collection IA Bright et IA Dark Side aussi. Et puis de parler de ses bienfaits et puis de ses dangers. Je rappelle qu'on peut tous vous suivre sur les réseaux et sur vos sites. Merci beaucoup Lorena Balceanu et je rappelle que le livre Cette corde qui m'attache à la terre aux éditions des Sirtes qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies et sur l'internet, et je rappelle aussi que votre boutique de bijoux à Paris c'est au 29 rue de Fine dans le 6e arrondissement avec une technique ancestrale. Et oui, rue de Paradis aussi si vous êtes à Nice. La semaine prochaine dans Bienvenue à l'Est, on parlera théâtre avec la compagnie Glaza avec Paulina Pchidina Rebel et Sacha Bourdeau pour la pièce Cendrillon 50 ans plus tard au théâtre Montmartre-Galabru, et broderie avec un événement dans l'émission, la présentation d'une œuvre gigantesque de la brodeuse d'art contemporaine Ekaterina Igorevna, et promis, on va broder sous vos yeux. Et moi, promis, je serai à l'Opéra à Vienne, en Autriche,
Merci beaucoup d'être de On va te plus passer en un coup de plus fil. nombreux sur les réseaux sociaux à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur notre page Bienvenue à l'Est. Oui, merci Gabriel. Merci Eric pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup Rababaloul pour sa confiance. Merci à nos partenaires. À 21h, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis et l'émission Le Fil de l'Avenir. Merci Anna. Merci Jérôme et on vous dit à la semaine prochaine. Oui, 19h Dans Bienvenue à l'Est. sur Armada. Et l'important, Pensez à changer d'heure ce week-end. Et puis mais surtout, gardez le sourire. Gardez le sourire. Oui, c'est le plus important. Ciao.